Bonjour les amis et bienvenue dans notre plateforme d'études Étudier Smart, plateforme dédiée à l'accompagnement des apprenants du secondaire qui préparent des examens de fin d'année. En réalité, ici, nous parlons beaucoup plus des méthodologies qui sont la base essentielle pour permettre à tout élève, tout candidat, tout apprenant de mettre hors d'état de nuire quelconque sujet que ce soit qui sera en face de lui le jour de l'épreuve. Donc, dans notre plateforme, nous vous accompagnons dans plusieurs matières et celui qui est devant vous a la lourde charge de vous accompagner en histoire, en géographie et en ECN. Je m'appelle M. Esso Félix, enseignant de géographie, d'histoire et d'éducation à la citoyenneté dans la plateforme. Nanti de quelques années d'expérience, je vais vous accompagner dans l'acquisition de quelques notions qui vont vous permettre de fracasser les sujets qui seront devant vous. Bien, dans la précédente vidéo, nous avions parlé de la méthodologie, comme c'est au tableau, méthodologie de la rédaction du devoir d'histoire et de géographie au second cycle. Nous avons abordé la première partie intitulée l'évaluation des ressources, qui porte sur 9 points. Et la première question qui est une question de cours à laquelle l'apprenant doit répondre dans une production écrite. Et on a donné l'intervalle de lignes, 10 à 15 lignes ou 15 à 20 lignes en histoire dans les terminales littéraires uniquement. Aujourd'hui, nous allons évoluer. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, nous allons mettre le lien dans la barre de description pour vous permettre d'aller dans une évolution chronologique et ordonnée. Aujourd'hui, donc, nous allons passer à l'exercice 2 de cette partie 1, l'évaluation des ressources, intitulée TD, travaux dirigés. Elle porte sur 4 points. Et nous devons retenir que la partie travaux dirigés ne se retrouve qu'en histoire. En géographie, elle porte le nom de TP et en éducation à la citoyenneté, elle porte le nom de savoir-être. Bien. TD, qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur? En réalité, le TD, c'est un exercice qui porte sur une leçon du programme. Dans cette leçon du programme, l'on va soumettre à l'apprenant un test qui a entre 6 et 10 lignes. Dans ce test, l'on va introduire des erreurs volontairement, des informations tronquées ou encore des faits historiques erronés que l'apprenant est appelé à retrouver et dans la deuxième partie à restituer la véritable histoire dans son contexte historique. Qu'est-ce qu'on retient donc? Que c'est un exercice qui a 2 volets principaux. Premier volet, on soumet un test qui a entre 6 à 10 lignes avec 4 informations fausses. On peut encore dire information erronée. Oh là là, pardon. Information erronée ou fait historique tronqué. Bien, on donne la précision, on dit 4. On ne donnera jamais plus, on ne donnera jamais moins. Donc ici, dans ce test de 6 à 10 lignes, on aura 4
informations erronées. Ça veut dire 4 informations fausses. 4 informations qui ne sont pas vraies. 4 informations tronquées. 4 faits historiques tronqués. 4 mauvaises informations qui viennent ici changer la véritable valeur du test. Et c'est à l'apprenant de détecter ces 4 informations. On ne donnera jamais 6, on ne donnera jamais 2, on ne donnera jamais 3. L'exercice dit qu'il faut 4 informations. Qu'à cela ne tienne, des erreurs peuvent se glisser lors de la composition de la saisie de l'épreuve. Mais l'apprenant doit retenir que l'on n'attend que 4 éléments de lui. La deuxième partie demande à l'apprenant de réécrire le test en rétablissant la vérité historique. Réécrit le test en rétablissant la vérité historique. Voilà donc les 2 volets de cette partie. Premier volet, au-dessus, on donne un test de 6 à 10 lignes que l'on soumet à l'appréciation de l'apprenant et on lui demande d'identifier. On pose la question, on peut dire, ce test comporte 4 faits historiques erronés. Ce test comporte 4 informations fausses. Point ou 2 points, identifie-les. Voilà comment on pose la question à ce niveau. Dans cette partie, on ne demande pas à l'apprenant de relever les phrases entières. On ne demande pas à l'apprenant de faire une copie du test. On ne demande pas à l'apprenant de faire une correction orthographique. Non, nous sommes en histoire. La correction orthographique importe peu. Mais on demande plutôt de rechercher les informations qui ne sont pas vraies. Nous allons donc ensemble aller dans les détails pour montrer à chacun comment est-ce qu'il peut travailler pour retrouver ces informations. Pause. Nous étions en train de dire que cette partie comporte 2 étapes. Première étape, un test qui a des informations fausses. Deuxième étape, 2 questions qui permettent de traiter l'exercice. Que demande de faire la première question? 1. Généralement, on va dire ce test comporte, je vais écrire avec une autre couleur, 4 informations fausses ou erronées. Identifie les points. La notation 2 points. Bien. Ce test comporte 4 informations fausses. On peut dire 4 informations tronquées, 4 informations erronées, 4 faits faux. Identifie-les. Nous allons nous attarder ici. On dit identifie-les. Identifie les informations fausses. On n'a pas demandé d'identifier toutes les phrases fausses. On n'a pas demandé d'identifier tous les éléments. On a dit identifie uniquement les informations. Quels sont donc les types d'informations que l'apprenant doit identifier? Les informations à identifier peuvent être le nom d'un personnage, autre information,
le nom d'un lieu. Troisième information, le nom d'un événement. Le quatrième élément, c'est la date ou une date. Bien. Voilà les 4 faits, les 4 informations. Voilà les 4 informations que l'apprenant doit détecter comme fausses dans un devoir. Dans un devoir, dans un test, on peut mettre 3 différents types. Mais il y a 4 informations erronées. Qu'est-ce que je veux dire? Dans un test, on peut faire l'erreur, on peut mettre comme information fausse, peut-être 2 noms de personnages. Dans un autre devoir, on peut plutôt mettre comme information fausse 2 faux noms de lieux. Si on met 2 faux noms de lieux, il faut relever les 2 faux noms de lieux et compléter avec les autres informations que l'on va retrouver. Toujours est-il dit que les informations que l'on attend doivent être au nombre de 4. Qu'est-ce qu'on retient donc? Le fait pour moi d'avoir écrit ainsi ne veut pas dire que c'est l'ordre. La première information peut être une date. La première information fausse peut être une date. Par exemple, le test commence par entre 1914 et 1920 s'est déroulée la Première Guerre mondiale. Nous voyons donc que la première information fausse, c'est la date qui a été donnée, 1914-1920. On peut également donner comme pour un début de phrase, un nom d'un événement. On va dire, la conférence de Berlin s'est tenue le 12 juillet 1884. On voit que ici, l'information fausse est au début. La conférence de Berlin s'est tenue le 12 juillet 1884, signée entre les chefs Douala et les chefs écossais. On a déjà le premier événement, la conférence de Berlin. On voit directement que c'est le traité germano-douala. Donc on a commencé par un nom d'événement. On peut parler d'un lieu, le nom d'un lieu. Ça commence par un lieu. On dit par exemple, à Chico s'est tenue la deuxième conférence de Berlin. À Chico, nom d'un lieu. Chico, on sait bien que c'est à Berlin. On remplace. Nom d'un personnage. À Berlin s'est tenue la deuxième conférence entre et convoquée par le chancelier von Puttkamer. Ou bien, le chancelier allemand von Puttkamer a convoqué la deuxième conférence de Berlin. On voit que ça commence par le nom d'un personnage. Donc, l'ordre-ci importe peu, mais l'essentiel est de rechercher dans l'identification des informations fausses le nom d'un personnage historique, le nom d'un lieu, le nom d'un événement ou une date. Comment est-ce qu'on traite dans cette partie? Lorsqu'on demande d'identifier, le candidat vient à la ligne et indique les informations erronées dans l'ordre dans lequel ils sont placés dans le test. Si on a commencé par une date, on met là la date. Par exemple, la première information erronée, c'est une date. La deuxième information erronée, c'est un événement. Traité de Versailles.
La troisième information, peut-être, c'est le nom d'un personnage. Douala Mangabel. La quatrième information, peut-être, c'est, on a dit, lieu, événement, personnage. On peut avoir un autre élément en présence, on va dire ici, là, au Bénin. L'ordre importe. Il est important de respecter l'ordre. Voilà donc comment le candidat, voilà comment l'élève doit relever les différentes informations. Il ne doit pas les mettre en désordre. Il doit respecter l'ordre dans lequel cela est placé. Donc, en résumé, les 4 informations erronées que l'enfant doit retrouver dans le test sont, entre autres, le nom d'un personnage, le nom d'un lieu, le nom d'un événement, une date. Ce que l'élève doit éviter de faire, c'est de venir corriger le français. Lors de la saisie, on peut écrire « Le conférence de Berlin s'est tenue ». Il n'est pas là pour dire que l'erreur ici, c'est le. On dit plutôt là. Non, ce n'est pas l'autre là. On va dire les belligérants étaient. On écrit étaient sans mettre au pluriel. Ce n'est pas à lui de prendre cela et d'aller mettre au pluriel. Non. Voilà ce qu'il doit rechercher comme information erronée. J'espère qu'on est clair là-dessus. Je disais donc que la réponse à cette question consiste à recopier les faits historiques et à les mettre dans l'ordre sans changer la position. La deuxième question demande de réécrire le test en rétablissant la vérité historique. Les informations ont été tronquées de manière volontaire. 4 informations, 2 points, à savoir demi-point par information. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit ici? Qu'est-ce que le candidat doit faire? On dit réécrire le test. En d'autres termes, cela veut dire recopier tout le test. Ici, même si le test a 10 lignes, le candidat recopie tout le test. Maintenant, en recopiant le test, il rétablit la vérité historique. Il remet les informations, je vais abréger, excusez-moi, les informations vraies dans le test. Il remet les informations vraies dans le test. C'est-à-dire, lorsqu'il recopie une phrase et dans la phrase, il y avait une information fausse, il remet l'information vraie. Si on avait dit la Première Guerre mondiale s'est déroulée entre 1914 et 1920, on sait déjà que l'information fausse, c'est l'intervalle qui a été donné. Dans son devoir, lorsqu'il recopie, il écrit plutôt entre 1914 et 1918 et il souligne. Et il souligne dans le test. Parce qu'il faudrait que lors de la lecture, les éléments de réponse donnés par l'apprenant frappent à l'œil. En gros, dans cette partie, l'élève ou le candidat ou l'apprenant ne doit pas se contenter d'écrire petit 2, réécrire le test. Si l'information fausse était l'année, il écrit tiret, il met l'année.
Deuxième tiret, si c'était un homme, conférence de Berlin convoquée par Douala Mangabel. Il a relevé la fausse information Douala Mangabel. La bonne information, il vient écrire von Otto Bismarck. Non, ce n'est pas ce qu'on attend. Il ne va pas faire une sorte de retranscription. Il donne la bonne réponse, il relève la mauvaise réponse, il donne la bonne. Non. Il doit recopier tout le test. Et dans le test maintenant, il met les informations qui ne sont pas, les informations qui sont vraies. Et il n'oublie pas de les souligner. Donc, en résumé, cette partie est une partie vraiment importante qui nécessite la lecture de ces leçons par l'apprenant. Un apprenant qui ne lit pas ces leçons ne pourra pas s'en sortir dans cette partie. Et comme on l'a dit, ce test est généralement en rapport avec une leçon étudiée tout au long de l'année scolaire. Retenons donc que c'est une partie aussi importante. On ne demande pas à l'élève de recopier des informations, de donner celles qui sont encore fausses, dans l'intention d'avoir des points. C'est un savoir-faire. Et ici, l'apprenant doit mettre en exergue les compétences qu'il a eu à acquérir tout au long de l'année. Nous voici donc arrivés au terme de notre vidéo du jour. Une fois de plus, si vous avez aimé, nous allons vous inviter à vous abonner, à cliquer sur le lien de notification pour ne rater aucune de nos vidéos, à liker et à partager pour permettre à plusieurs autres apprenants de bénéficier. Ne l'oublions jamais, comme le disait ce grand penseur, aussi puissante qu'elle soit, aucune armée ne peut remporter une guerre sans méthode. Je reprends, aussi puissante qu'elle soit, aucune armée ne peut remporter une guerre sans méthode. Donc, chers amis, la maîtrise de la méthodologie est indispensable pour pouvoir traiter tous les exercices auxquels l'apprenant sera soumis. Nous vous remercions pour votre attention et nous vous invitons à rester scotchés pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci et bonne journée.